Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Windows et sécurité, dans laquelle nous allons parler de la couche d'abstraction matérielle, des modes sur Windows et des systèmes de fichiers. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir la couche d'abstraction matérielle et de donner son rôle, de lister les différents types de modes qui existent sur Windows ainsi que leur rôle, et de pouvoir lister les différents types de fichiers qui tournent sous Windows ainsi que leur rôle. Alors, avant de poursuivre, nous allons aller répondre à la question posée dans la vidéo précédente. Quel composant du système d'exploitation Windows est utilisé pour accéder rapidement à un programme, fichier et dossier? Eh bien, on avait 4 réponses. En A, barre située juste en bas du bureau. B, zone de notification. C, bureau. Et D, barre des tâches. Eh bien, la réponse ici était C, donc bureau. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui ont pris la peine de répondre et qui ont trouvé. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, elle se trouve juste à la fin de chacune de nos vidéos. Donc, si vous voulez répondre à la question, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, avant de poursuivre, si tu es nouveau sur cette chaîne, je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Laisse ton avis dans les commentaires concernant le contenu de la vidéo. Et si le contenu de la vidéo t'a plu, like pour son référencement et partage également autour de toi. Parce que ça permet de soutenir et d'agrandir la chaîne, les amis. Donc, je compte sur vous. Alors, nous allons commencer avec la couche d'abstraction matérielle. Les ordinateurs Windows utilisent de nombreux types de matériel différents. Et pour les faire fonctionner correctement, un système d'exploitation peut être installé. Lorsque vous installez donc le système d'exploitation, il doit être isolé des différents matériels. Donc, comme vous voyez, la figure à l'écran illustre la structure de base de Windows. Vous voyez, elle est subdivisée en deux parties. Dans la première partie, juste en haut, on a 3 éléments. Et dans la deuxième partie, nous avons 5 éléments. Nous y reviendrons un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Donc, nous allons définir la couche d'abstraction matérielle, qui est tout simplement un logiciel qui gère toutes les communications entre le matériel et le noyau. Le noyau est le cœur même du système d'exploitation et contrôle l'ensemble de l'ordinateur. Il gère toutes les demandes d'entrée et de sortie, la mémoire et tous les périphériques connectés à l'ordinateur. Notez que dans certains cas, le noyau communique toujours directement avec le matériel. Il n'est donc pas complètement indépendant du HAL. La couche d'abstraction matérielle a également besoin du noyau pour exécuter certaines fonctions. Donc, nous avons un peu fait le tour sur la couche d'abstraction matérielle et nous allons passer au mode sous Windows. Il existe 2 modes différents dans lesquels un processeur fonctionne lorsque Windows est installé sur l'ordinateur. Le mode utilisateur et le mode noyau. Nous allons essayer de décrire brièvement ces 2 modes. Donc, comme vous voyez sur la figure, on a la partie d'en haut qui contient les applications, les API, Windows, les pilotes en mode utilisateur qui est le mode utilisateur. Et le mode noyau, dans le mode noyau, on a les autres pilotes en mode noyau, le noyau même du système d'exploitation, les pilotes du système de fichiers, la couche d'abstraction matérielle et le matériel lui-même. Alors, les applications installées s'exécutent en mode utilisateur et le code du système d'exploitation s'exécute en mode noyau. Le code qui s'exécute en mode noyau a un accès illimité au matériel sous-jacent et est capable d'exécuter n'importe quelle instruction du processeur.
Notez que le code noyau peut également référencer directement n'importe quelle adresse mémoire, généralement réservée aux fonctions les plus fiables du système d'exploitation. Les plantages du code exécuté en mode noyau arrêtent le fonctionnement de l'ensemble de l'ordinateur. A l'inverse, les programmes tels que les applications utilisateurs s'exécutent en mode utilisateur et n'ont pas d'accès direct au matériel et aux emplacements mémoire. Vous allez comprendre un peu pourquoi dans la suite. Donc, le code du mode utilisateur doit passer par le système d'exploitation pour accéder aux ressources matérielles. En raison de l'isolation fournie par le mode utilisateur, les plantages en mode utilisateur sont limités à l'application uniquement et sont récupérables. La plupart des programmes Windows s'exécutent en mode utilisateur. Les pilotes des périphériques sont des éléments logiciels qui permettent au système d'exploitation et à un périphérique de communiquer. Ainsi, ils peuvent s'exécuter en mode noyau ou utilisateur. Ça, c'est selon le pilote. Donc, j'espère qu'avec cette explication, vous avez compris pourquoi il y a une distinction entre le mode utilisateur et le mode noyau. Nous allons poursuivre en disant que tout le code exécuté en mode noyau utilise le même espace d'adressage. Donc, les pilotes en mode noyau ne sont pas isolés du système d'exploitation. Alors, si une erreur se produit avec le pilote exécuté en mode noyau et qu'il écrit dans le mauvais espace mémoire, le système d'exploitation ou un autre pilote en mode noyau pourrait être affecté. À cet égard, le pilote pourrait alors planter, provoquant ainsi le crash de l'ensemble du système d'exploitation. Alors, vous comprenez ici pourquoi les applications s'exécutent indépendamment du système d'exploitation même. Donc, lorsque le code en mode utilisateur s'exécute, le noyau lui accorde son propre espace d'adressage, ainsi qu'un processus créé spécifiquement pour l'application. La raison de cette fonctionnalité est principalement d'empêcher les applications de modifier le code du système d'exploitation qui s'exécute en même temps. Donc voilà la véritable raison pour laquelle ces deux parties sont subdivisées. En disposant alors de son propre processus, cette application dispose de son propre espace d'adressage privé, ce qui empêche les autres applications de modifier les données qu'elles contiennent. Cela permet également d'empêcher le système d'exploitation et d'autres applications de planter si cette application tombe en panne. Donc voilà en résumé ce qui se passe avec les modes sous Windows, les différents types de modes, que ce soit le mode utilisateur et le mode noyau. J'espère que vous avez compris un peu la différence qui existe entre le mode utilisateur et le mode noyau. Alors, nous allons poursuivre avec les systèmes des fichiers. Nous allons commencer par le système des fichiers exFAT pour Extended File Allocation Table ou tableau d'allocation étendu des fichiers. C'est un système de fichiers propriétaire conçu par Microsoft principalement pour les mémoires flash et les supports de stockage externes. Donc, il s'agit d'un système de fichiers simple pris en charge par de nombreux systèmes d'exploitation différents. Il a des limites quant au nombre de partitions, à la taille des partitions et à la taille des fichiers qu'il peut traiter. Il n'est donc plus généralement utilisé pour les disques du HD ou les disques SSD. FAT16 et FAT32 sont disponibles, mais FAT32 est plus courant car il comporte beaucoup moins de restrictions que FAT16. Nous allons poursuivre avec le deuxième système de fichiers qui est HFS+, pour Hierarchical File System ou système de fichiers hiérarchique, qui est tout simplement le système de fichiers propriétaire développé par Apple. Il est utilisé sur les ordinateurs Mac OS X et autorise les noms des fichiers, des tailles des fichiers et des tailles de partitions beaucoup plus longues que le système de fichiers précédent.
Bien qu'il ne soit pas pris en charge par Windows sans logiciel spécial, Windows est capable de lire les données des partitions HFS+. Nous allons poursuivre avec le troisième système de fichiers qui est EXT pour Extended File System ou système de fichiers étendu. C'est le premier système de fichiers créé dans les années 90, plus précisément en avril 1992, spécifiquement pour les systèmes d'exploitation Linux. Il est intégré dès la version 0.96c du noyau Linux. Bien qu'il ne soit pas pris en charge par Windows, Windows est capable de lire les données des partitions X avec un logiciel spécial. Juste un petit rappel, exFAT et HFS+ ont été créés dans les années 80, respectivement en 1980 et 1985. Nous allons poursuivre avec le quatrième et le dernier système de fichiers ici qui est le NTFS pour New Technology File System ou système de fichiers nouvelle technologie. C'est un système de fichiers qui permet d'organiser les données enregistrées dans une mémoire comme un disque dur, une clé USB ou une carte mémoire. Il a été développé par Microsoft Corporation pour sa famille de systèmes d'exploitation Windows NT à partir de Windows NT 3.1, Windows 2000 et utilisé depuis lors pour tous leurs successeurs. Il s'agit également du système de fichiers le plus couramment utilisé lors de l'installation de Windows. Toutes les versions de Windows et de Linux prennent en charge NTFS. On note aussi que les ordinateurs Mac OS X ne peuvent lire qu'une partition NTFS. Ils sont donc capables d'écrire sur une partition NTFS après avoir installé les pilotes spéciaux. NTFS est également le système de fichiers le plus utilisé pour Windows pour de nombreuses raisons. La première est qu'il prend en charge les fichiers et les partitions très volumineux et est très compatible avec d'autres systèmes d'exploitation. Il est également très fiable et prend en charge les fonctionnalités de récupération. Il prend en charge de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Le contrôle d'accès aux données est réalisé grâce à des descripteurs de sécurité. Et notez que ces descripteurs de sécurité contiennent la propriété et les autorisations des fichiers jusqu'au niveau du fichier. Une autre raison de son utilisation est qu'il améliore la sécurité grâce à ACL pour Access Control List pour gérer les droits d'accès aux fichiers. Il permet également la gestion des ADS pour Alternate Data Stream, permettant de dissimuler le flux de données. NTFS suit également de nombreux horodatage pour suivre l'activité des fichiers. Il utilise une structure de données appelée MFT pour Master File Table qui stocke les données sur le système avec des informations de timestamp. Il prend également en charge le cryptage du système des fichiers pour sécuriser l'intégralité du support de stockage. Alors, avant de pouvoir utiliser un périphérique de stockage tel qu'un disque dur, il doit être formaté avec un système de fichiers. À son tour, avant qu'un système de fichiers puisse être mis en place sur un périphérique de stockage, celui-ci doit être partitionné. Un disque dur est divisé en zones appelées partitions et chaque partition est une unité de stockage logique qui peut être formatée pour stocker des informations telles que des fichiers, des données ou des applications. Notez que pendant le processus d'installation, la plupart des systèmes d'exploitation partitionnent et formatent automatiquement l'espace disque disponible avec un système de fichiers tel que NTFS. Nous allons poursuivre avec l'organisation des données sur un volume. Je tiens ici à rappeler que nous y reviendrons plus en détail dans la formation Investigation numérique qui débutera très bientôt sur la chaîne. Vous devez tout simplement noter que un volume NTFS est organisé de la manière suivante. Donc nous avons le NTFS boot sector pour secteur de boot NTFS.
qui contient le bloc de paramètres BIOS qui stocke des informations sur la structure du volume et les structures du système de fichiers, ainsi que le code de démarrage qui charge Windows. En deuxième, nous avons le Master File Table pour table de fichiers maître, qui contient tout simplement les éléments nécessaires pour extraire des fichiers de la partition NTFS, tels que les attributs d'un fichier. Nous avons le File System Data pour données du système des fichiers. Nous avons le File System Data pour données du système des fichiers qui stocke les données qui ne sont pas contenues dans le Master File Table. Et pour terminer, nous avons le Master File Table Copy pour copie du tableau des fichiers maîtres. Il inclut des copies des enregistrements indispensables à la restauration du système des fichiers en cas de problème avec la copie originale. Donc, nous allons terminer avec le formatage au niveau du NTFS. Donc, il crée des structures importantes sur le disque pour le stockage des fichiers et des tables pour enregistrer l'emplacement des fichiers. Nous avons le secteur de démarrage de partition. Il s'agit des 16 premiers secteurs de lecteur. Il contient l'emplacement de la table des fichiers maîtres. Les 16 derniers secteurs contiennent une copie de la structure de démarrage. Le deuxième élément ici est la table des fichiers maîtres. Cette table contient les emplacements de tous les fichiers et répertoires de la partition, y compris les attributs des fichiers tels que les informations de sécurité et les horodatage. En troisième, nous avons les fichiers système. Ce sont des fichiers cachés qui stockent des informations sur d'autres volumes et attributs des fichiers. Et pour terminer, nous avons les zones même de fichiers, qui sont les zones principales de la partition où les fichiers et répertoires sont stockés. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Nous avons essayé de faire le tour. Je pense que vous avez compris un peu comment fonctionne la couche d'abstraction matérielle. Vous pouvez également définir les différents types de modes et expliquer, donner un peu leur rôle et lister les systèmes de fichiers que nous avons vus et donner un peu leurs différents rôles. Donc, juste une remarque avant de passer au quiz. Lors du formatage d'une partition, les données précédentes peuvent toujours être récupérables car toutes les données ne sont pas complètement supprimées. Donc, l'espace libre peut être examiné et les fichiers peuvent être récupérés, ce qui peut compromettre la sécurité. Il est donc recommandé d'effectuer un nettoyage sécurisé sur le disque en cours de réutilisation. L'effacement sécurisé écrira les données sur l'ensemble du disque plusieurs fois pour garantir qu'il ne reste aucune donnée. Donc, pour ceux qui ont vu la formation Introduction à la cybersécurité, nous avons essayé d'expliquer cela en détail dans cette formation. Donc, si vous n'en l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder cette formation pour essayer de comprendre ce processus de formatage sécurisé. Bien sûr. Donc, le quiz retenu ici est: quel programme gère toutes les communications entre le matériel et le noyau? En A, on a la couche d'abstraction matérielle ou le Hardware Abstraction Layer. En B, nous avons la couche d'abstraction matérielle ou le HAL. En C, nous avons X. Et en D, nous avons le NTFS. Donc, j'attends vos réponses dans l'espace commentaire. Donc, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Laisse également ton avis dans l'espace commentaire concernant le contenu de la vidéo, car ça nous permet d'améliorer le contenu. Like également la vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne, et partage également à tout ton entourage et sur tes réseaux sociaux pour soutenir et agrandir la communauté SEC académique. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.